Ok. Bonjour, bonsoir, chers amis. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui le 18 août euh, 2020. Il est pratiquement 13h08 GMT pour parler de la conférence sur l'infection COVID-19, bref, aperçu clinique. Et notre présentateur est bien en ligne. Il s'agit bien de Dr Toto Botomwito Ikombele, qui est le chef de département de la médecine de famille et des urgences. Il est aussi coordonnateur de la réponse contre COVID-19 à l'hôpital Mamelodi en Afrique du Sud. Et il est présentement le président de notre plateforme TerraScience qui s'occupe bien évidemment de tout ce qu'il y a du domaine d'études, recherches, activités scientifiques de notre grande plateforme qu'on appelle Thérapeutique 2000. Et moi qui vous parle, je suis docteur Gauthier et présentement, je suis en Australie en train de modérer ce programme et je suis aussi médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation, mais je suis aussi médecin dans le domaine général et en tant que chef de service de la réhabilitation intense au ministère de la Défense. Alors, sans plus tarder, je vais donc passer le message à notre modérateur qui va nous entretenir pendant tout ce temps. Et à la fin de sa présentation, il va évidemment on aura l'espace où chacun pourra poser des questions que Dr Toto Botomwito aurait l'amabilité de répondre. Alors, docteur, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, docteur Gauthier, pour votre présentation. On va commencer avec notre présentation d'aujourd'hui. C'est l'infection à COVID-19, bref, aperçu clinique. Nous savons que la maladie COVID-19 est une maladie virale. Cette maladie qui a survécu, ou plutôt qui est apparue pour la première fois en Chine, c'était fin 2019. Et nous savons que cette maladie est causée par un virus dénommé le SARS-CoV-2, le SARS-CoV-2. Alors, ce virus-là, c'est un virus de la famille des coronavirus. Il y a environ 100 espèces de coronavirus et c'est plus des virus qu'on trouve chez les animaux. Mais il y a 7 de ces virus-là qui peuvent causer la maladie chez l'homme. Et environ 3 de ces virus-là peuvent causer des maladies sévères et même mortelles. Et c'est les SARS qu'on a vu en Chine en 2002 et c'est les MERS qu'on a vu aussi au Middle East et en 2012. Et aujourd'hui, on est en train de lutter avec la pandémie de COVID, plutôt de SARS-CoV-2. Ces virus-là ont une ressemblance, une très, très grande ressemblance. Ils ont environ 80% de ressemblances génétiques et la structure, en fait, c'est une structure en couronne. Donc, ce sont des virus qui, je vais essayer de dessiner, se présentent pratiquement avec des structures en couronne. C'est pourquoi on les appelle de coronavirus. C'est un peu ces gens-là. Excusez ma façon de dessiner, je suis un bon dessinateur. Alors, ce qui est très important que nous devons retenir ici, c'est le protéine que ce virus-là a. Je vais essayer de décortiquer un peu les protéines que le SARS-CoV a. Et ça va vraiment nous aider dans la suite des choses, dans la suite même de la compréhension de la pathophysiologie de ces virus-là. Il y a d'abord le virus, le premier protéine qu'il faut considérer, c'est les spike protéines et les protéines S. Et aussi, l'autre protéine que nous devons considérer, c'est l'hémogglutinine estérase protéine. Ce sont des protéines-là, sont très, très importants dans
l'attachement du virus, l'infusion, l'infectation même de la cellule hôte. Ces protéines-là jouent un très grand rôle. Et il y a quelque chose que nous devons aussi considérer, c'est le RNA, le virus, comme l'ARN, le ribonucléique acide du virus, qui est un single-stranded RNA. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais en fait, c'est single-stranded RNA. Et ces virus-là, vous me pardonnerez un peu pour ça aussi, et ces virus-là, le RNA du virus est aussi très important dans la pathophysiologie de ces virus. J'essaie de mettre un petit schéma de ça que vous voyez ici. Nous avons les spike protéines, très importants, glutuline estérase, très important, et aussi le RNA du virus, le ribonucléique acide du virus, très important aussi dans la pathophysiologie du virus. Il y a autre chose à considérer, c'est le sang des ressemblances aussi vient du coronavirus de la chauve-souris. La question se pose alors, est-ce que notre coronavirus qui sévit maintenant, les coronavirus qui sévissent, viennent-ils du virus de la chauve-souris? Ça, c'est la question à se poser. Bien, certaines personnes pensent que c'est là, certaines études ou certains chercheurs pensent qu'il viendrait au fait de la chauve-souris. Mais il y a aussi une possibilité, est-ce que c'est venu directement de la chauve-souris? Y avait-il certains hôtes intermédiaires? On pense au pangolin, on pense à la civette, et ça aussi une question qui se pose. Et à la fin, il y a aussi une considération, quand on parle en fait des hôtes intermédiaires, l'idée c'est quoi? C'est que le virus de la chauve-souris, le RTG13, serait muté ou échangerait des matériels génétiques avec les coronavirus de ces hôtes-là, qui pourraient être les pangolins et tout ça, pour donner le SARS-CoV-2. Et ça, on va essayer de revoir ça un peu dans la suite de cette. Pourquoi est-ce que c'est important de considérer ça comme ça? La question se posait aussi, est-ce que c'est une manipulation génétique? C'était une question que les gens se posaient. Vous avez vu la guerre qui est entre la Chine et les États-Unis, nous ne savons pas. Et ça, c'est aussi des spéculations. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui que ce sont des manipulations humaines en termes qui a créé ces virus, les SARS-CoV-2. Alors, il y a principalement deux souches de SARS-CoV-2. Il y a le SARS-CoV-2 de type S et le SARS-CoV-2 de type L. Alors, le SARS-CoV-2 de type S, il représente environ 30% de l'infection. Il est moins agressif et il y a des syndromes vulgaires. Et ça donne, il y a d'autres personnes qui ne présentent pas de symptômes, ils sont asymptomatiques. Et on pense que le type S serait en fait un virus qui proviendrait directement peut-être de la chauve-souris et ça ne donnerait pas trop de symptômes. Mais le type L, qui représente 70% de l'infection, est plus agressif que le type S et peut être potentiellement mortel. C'est SARS-CoV de type L serait probablement une mutation du type S. Ce qui fait que quand il mute, il devient un peu plus virulent que quand il n'y a pas de mutation. Alors, je vous présenterai un petit peu l'épidémiologie du truc. J'ai donné, ça c'est pratiquement ce que j'ai eu 2 jours avant. Probablement, ça a changé. Et vous avez vu dans le monde, les États-Unis qui ont environ 4 millions 87 cas confirmés, environ 160 000 morts. Alors, ça, c'est ce qu'on voit les 5 premiers au niveau du monde. Et l'Afrique du Sud vient comme le 5e avec 521. Probablement, comme je vous dis, là, cela a changé. Quand nous parlons aujourd'hui, il y a probablement beaucoup plus de cas qu'aujourd'hui. Qu'en est-il de la RDC? Et aussi, le RDC que j'ai eu, c'est autour de 9354. Et ça, c'était au niveau du 5. C'était les 5 du 5. Environ 9354 cas et il y a environ 217 cas de décès. En fait, avec ça, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle les fatality rates, les taux de décès, si je peux dire ça, les taux de décès.
Alors, au niveau global, c'est 3,7%, alors qu'au niveau des États-Unis, c'est 3,2%. Et nous regardons la RDC, ici, notre pays représente environ 2,3% des fatalités. Et l'Afrique du Sud bien que le nombre est très grand d'infections, l'Afrique du Sud a un taux de fatalité très bas. Ça vous dit déjà que les traitements ou les mesures qui ont été prises ont été des mesures efficaces pour pouvoir limiter les taux de mortalité. Il y a des choses qui sont importantes à nous, en fait, important que nous devions considérer, ce qu'on appelle les R-notes et la série intervalle. Les R-notes, c'est tout simplement le taux ou la fréquence de reproduction. Si nous devons prendre l'exemple que nous avons ici, nous avons que les R-notes pour les COVID-19 va de 2 à 4, c'est D à 4, j'ai dit de D à 4 jours, mais il faut que j'enlève ça. Il y a une glissée là-bas. C'est 2 à 4, les taux d'infection, c'est D à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne est infectée, il a la possibilité d'infecter 2 personnes minimum, mais ça peut être 3, ça peut être 4 personnes. Donc, il y a une possibilité que ce soit aussi comme ça. Alors, quand je prends l'exemple de 2 personnes minimum, qu'est-ce qui se passe ici? Il peut infecter 2 personnes vont infecter des autres personnes et des autres personnes. Et si vous regardez cette personne ici, s'il infecte 2 personnes ici, ça fait 4, ça fait 7. Et 7, vous ajoutez à 8, vous êtes autour de 15 personnes qui peuvent infecter comme ça. Mais alors, regardons les séries intervalle. Séries intervalle, c'est tout simplement le jour, la durée pour que la personne ici puisse être à mesure d'infecter d'autres personnes. Et pour les séries intervalles, nous savons qu'il y a des études qui montrent que pour le cas de COVID-19, les séries intervalles vont autour des moyennes de 4 jours. Alors, cette personne ici, dès qu'elle est infectée, elle peut infecter l'autre en disant 4 jours. Cette personne va écouter les deux en disant 4 jours, l'autre en disant 4 jours. Et si vous mettez ça ensemble, au bout de 12 jours, vous aurez environ 15 personnes pour être interviewées. Ça, c'est vraiment le minimum. Si on met plutôt les nombres, on augmente le nombre à 4 et ça va aller jusqu'à 64 personnes possibles qui peuvent être infectées au bout de 12 jours. Et vous voyez comment est la gravité de cette maladie qui a en fait un taux de reproduction ou de transmission c'est-à-dire qu'il peut contaminer beaucoup de gens, alors que le taux les jours de contamination est low, est minimum à 4 jours. Donc, c'est un peu comme ça que l'épidémiologie, une partie, juste vous dire ce qui se passe. Et si vous regardez maintenant, nous parlons de cette courbe ici, qui est en fait une courbe exponentielle à cause de cette R-note et des S-séries. Alors, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que la courbe devienne flat. Flat in the curve. Ça, c'est l'idée que tout le monde. Alors, comment faire ça? Donc, vous avez ici ce qu'on appelle les R-note qui est supérieur à 1. Et ici, vous avez le R-note qui est égal à 1, et c'est le cas. Et la grippe, par exemple, c'est tout de 1 à 1,2, où une personne qui a la grippe ne peut contaminer qu'une autre personne qui a la grippe. Et c'est comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment faire en sorte que le R-note soit inférieur à 1. Ça, c'est l'idéal. Et par ça, il y a évidemment des mesures qu'il faut que nous suivons pour pouvoir amener ces R-note à less than 1. OK, ça, c'est un petit mot sur la physiopathologie. Et nous savons que déjà les virus d'incubation, comme on l'a dit là, c'est environ 3 à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours. Et la transmission se fait tout à travers le mécanisme de les gouttelettes respiratoires. Et une personne a contaminé à la maladie et que la personne tousse, cette personne-là peut renvoyer ou, comment on dirait, que le virus soit projeté
vers environ 2 km par rapport à, l'endroit où la personne a 2 mètres, je vais corriger ça, 2 mètres. Et quand la personne est tenue, c'est environ 6 mètres, ça peut aller. Alors, vous voyez pourquoi c'est important de considérer la distance entre deux personnes qui toussent. Donc, tousser 2 mètres, éternuer 6 mètres. Et il y a aussi une possibilité qui est ce qu'on appelle les contaminations juste en parler des particules qui sont aerosolized, qui sont ok, ça devient aérosol, c'est ça. Et ça peut rester environ 3 heures au niveau de l'air et contaminer d'autres personnes. Et la question, c'était aussi, est-ce que ça peut être considéré comme airborne, c'est-à-dire que ce virus-là peut-il être considéré comme airborne comme d'autres virus? Il y a des situations qui font que le virus peut être en fait considéré comme airborne. Par exemple, quand vous faites des actes comme l'intubation et autres. Alors, il y a aussi une possibilité de transmission indirecte. Et comment ça se passe? Ça se passe quand il y a la surface essuyée ou il y a contamination de la surface. Et nous voyons que l'aluminium, le latex, le cuivre peuvent garder les virus pendant 8 heures. Le virus peut rester vivant pendant 8 heures sur ces surfaces-là. Avec des cartons, ça peut aller à 24 heures. Le plastique, l'acier, ça peut aller pendant 3 jours. Et des verres et du bois, les virus peuvent rester pendant 5 viables. Avec ça, vous comprenez qu'il est très important aussi de considérer la possibilité de désinfecter les surfaces, parce que sinon, l'un peut se contaminer par ça. Est-ce que cela est possible par la voie orofécale? C'est aussi des hypothèses. Certaines personnes disent que ça peut être possible. On regarde seulement la similarité génétique des SARS et des MERS. On se dit que c'est possible que ce virus-là soit aussi se contamine par voie orofécale. Jusque-là, les études n'ont pas encore prouvé cela exactement. Maternelle, c'est aussi une question. D'autres études ont dit qu'il y avait 2 ou 3 études où une femme enceinte a de façon verticale contaminer l'enfant, mais ce n'est pas trop sûr et il n'y a pas vraiment d'évidence pour pouvoir supporter cela. Okay. Alors, on va essayer rapidement un peu de ce qui se passe quand le virus entre dans notre corps. C'est un schéma, mais je vais essayer d'aller un peu plus rapidement et j'espère qu'on va comprendre ça. Rapidement, vous voyez les SARS-CoV-2 qui entrent dans le poumon. Pourquoi les poumons? Parce qu'ils s'attachent plus à ces récepteurs AC2. Ce sont des récepteurs qu'on voit plus au niveau des pneumocytes de type 2. Alors, le virus vient s'attacher à ces récepteurs pour pouvoir infecter l'individu. Mais ces récepteurs ne sont pas seulement au niveau des AC2. Ces récepteurs, on les trouve aussi dans d'autres organes, au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de l'hypothalamus. Récemment, il y a une étude qui a prouvé que les AC2 étaient aussi au niveau de l'hypothalamus, ce qui justifierait certains comportements des malades atteints de COVID. Par exemple, vous voyez une maladie avec une saturation qui est environ 85, 86, en dessous de la normale, mais il ne présente pas de signes ou de mécanismes de défense qui vous permettraient de dire que cette personne a une saturation qui est lourde, qui est bas. Alors, c'est un peu ça. Revenons à notre poumon. Au niveau du poumon, comme je le disais, donc, il va s'attacher à ces pneumocytes de type 2. Et ça, c'est le pneumocyte que nous avons ici. Et dès qu'il s'attache à ces 2, il va pénétrer au niveau de la cellule. Et il y a 2 choses qui se passent. Premièrement, il se tâche avec les ribosomes, pénétrer dans l'endocytose. Il se retrouve dans le cytoplasme de la cellule et il va immédiatement s'attacher au ribosome et il y aura production de polyprotéines. Alors, dès qu'il y a production de protéines, ce qui va suivre, c'est qu'il y aura l'action du protéase, l'enzyme qui est là. Je vais encercler ça comme ça et on verra pourquoi. Et il y aura cette action du protéase
qui va permettre à ce que le protéine dont on a parlé au-dessus, là, qui est des S-protéines, spike protéines, on a parlé de M-protéines, I-protéines, enveloppe, tout ça. Ça, c'est des protéines qui seront ici et recrutés ici. De l'autre côté, aussi, avec son RNA, il va aussi, grâce à RNA dependent and RNA polymérase, qui est l'enzyme ici, produit aussi à le même phénomène, même moment. Cette RNA aura aussi un rôle à jouer, cette enzyme, en multipliant beaucoup d'autres, comment dire, beaucoup d'autres RNAs. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2, beaucoup d'autres RNA. Et si vous voyez, vous avez des protéines qui sont produites et vous avez les RNAs qui sont là, et cela va produire des petits virus. Et avec l'exocytose, on aura maintenant d'autres virus qui seront produits et qui vont aller infecter d'autres cellules encore. Donc, nous avons ici, c'était la pénétration, ici, et puis de là, vous avez vu ce qui a suivi, protéase. Et alors, ce processus ici va faire en sorte que la cellule va mourir. Alors, pendant ce processus, pendant cette étape-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que notre pneumocyte qui est ici va produire des médiateurs d'inflammation. On aura au même moment, par exemple, on aura les TNF qui sera produit. On aura les interleukines que nous voyons ici, les TNF alpha et bêta. Nous avons des interleukines que vous voyez ici, interleukine 1, interleukine 6, l'interleukine 8, et TNF alpha, alpha produit, et on aura aussi les interférons gamma qui seront aussi produits au même moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces médiateurs d'inflammation, ces cytokines? Ils vont entraîner une vasodilatation des capillaires. Ça, c'est l'alvéole que nous avons ici, vasodilatation des capillaires. Et ça aura comme conséquence une augmentation de la perméabilité. Et ça va conduire à ce qu'il y aura, même au niveau interstitiel d'abord, parce qu'il y aura beaucoup de liquides, fluides qui vont passer par ici. Et il y aura finalement les niveaux alvéolaires. Et comme conséquence, il y aura un problème au niveau de l'échange gazeux, la diminution de l'oxygène, ce qui fera qu'il y aura une hypoxémie à cause de ces processus ici. Et comme le CO2 ne pourra aussi pas passer par le même phénomène, on va aussi avoir une hypercapnie. Et ça pourrait ainsi constituer, créer, la personne sera une détresse respiratoire et ça va créer une acidose respiratoire. Alors, à cause de ce phénomène ici, il y aura augmentation du travail respiratoire et l'accumulation des liquides va entraîner ce que la personne va se présenter avec une détresse respiratoire. Alors, on a dit que les pneumocytes de type 2 étaient responsables de la production du surfactant. Et nous savons que les surfactants, ils jouent un rôle pour maintenir les alvéoles ouvertes comme ça, en diminuant la pression de surface. Alors, avec ce phénomène ici qui entraînerait, comment on dirait ça, l'œdème pulmonaire, et ça va aussi détruire des cellules de pneumocytes de type 2, il y aura une diminution de la production de surfactants, augmentation de pression de surface, et l'alvéole qui était comme ça va s'affaisser et on aura des alvéoles qui vont finalement s'affaisser. Comme conséquence, il n'y aura pas l'aggravation de l'hypoxémie et diminution de l'échange gazeux, et ça va aggraver la situation. D'autre part, ces mêmes cytokines et médiateurs d'inflammation vont entraîner, comme on a dit ici, diminution, vasodilatation. Il y aura donc diminution du dépôt veineux au niveau du cœur
diminution de la tension artérielle et diminution de la perfusion au niveau périphérique. On va se retrouver avec une situation où il y aura, comment dire ça, multi-system organ failure. Comment dire ça en français? On aura une situation où il y aura, comment dire ça, je suis en train de chercher le mot en français. Donc, multi-organ, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, on va se retrouver dans une situation de choc septique à cause de cette situation déjà et qu'on appelle, quand ça s'aggrave, on appelle donc le stome, cytokine stome, ce qui va créer en fait la gravité de cette maladie. Et effectivement, ça c'était dans les cas où les choses s'aggravent. Sinon, autre chose que nous devons aussi retenir, c'est que ces cytokines-là vont aussi provoquer une diminution au niveau de la coagulation et augmenter la coagulation, et ça va faire en sorte qu'il y aura maintenant des possibilités de risques d'embolie pulmonaire, parce qu'au niveau vasculaire, il y aura des situations où on aura... sorry? Yeah. Non, je disais consommation de facteurs de coagulation. Ok, tout à fait, merci pour ça. Et ça va lier à des conséquences, ça va aussi nous amener à des conséquences où il y aura des risques de DCMO. DCMO, comment tu le dis, Gauthier, en français. Donc, voilà, consommation de facteurs de coagulation. Alors, c'était un peu ça. Comme nous avons parlé de cette physiopathologie, c'est parce que ça a un rôle à jouer. Quand on parlera du traitement de COVID, on pourra comprendre pourquoi est-ce que je suis rapidement revenu sur cette physiopathologie. Alors, ça c'était un peu ce que j'ai mis en schéma, c'est écrit ici. Il y a l'autre membrane qui aussi intervient. Transmembrane series, protéase type 2. C'est l'autre membrane aussi l'autre récepteur, pardon, qui aussi assiste dans la pénétration de la cellule. Alors, nous savons que la situation clinique en cas de varie. Ça peut être, comme on l'a dit là, des cas où les malades viennent pratiquement sans symptômes. Il y a des malades aussi qui se présentent avec des symptômes vraiment banals. Et donc, pour présenter la toux, il y a environ 50 à 80% de malades se présentent avec la toux. Et ça représente, c'est une toux qui est une toux sèche. Et environ 45% des malades, au début, ils font la fièvre, mais à la fin, avec le développement de la maladie, il y a 80% des malades qui vont faire la fièvre. Et 20 à 40% vont faire de dyspnée respiratoire. Et il y aura des symptômes respiratoires. Du système respiratoire supérieur, donc 15% des rhinorrhées et autres. Et environ 10% vont se présenter avec des syndromes gastro-intestinaux. Et puis, il y aura des myalgies, des fatigues, des anosmies. Il y a beaucoup de symptômes d'hypène actuellement. Alors, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni. C'était pour déterminer quels étaient les risques liés aux symptômes quand les gens se présentaient avec un groupe de symptômes. Est-ce que c'était quoi les risques pour qu'ils puissent compliquer et bénéficier de ventilateurs? Alors, ils ont essayé de grouper le groupe des maladies, le groupe de symptômes, pour pouvoir déterminer ceux qui peuvent être à risque à pouvoir nécessiter des respirateurs, à pouvoir se compliquer en fait. Et ils ont fait ça en utilisant une application qu'ils ont, une application, je crois, Android, au niveau des téléphones, où ils ont recueilli les symptômes des participants. Alors, ils ont groupé en 6 groupes ces symptômes-là. Il y a des symptômes pseudo-grippaux sans fièvre, il y a des symptômes pseudo-grippaux avec fièvre, des symptômes gastro-intestinaux, et niveau 1 de sévérité, niveau 2 de sévérité et niveau 3 de sévérité.
Alors, les premiers symptômes grippaux sans fièvre, fièvre où vous avez des maux de tête, des pertes d'odorat. En fait, beaucoup de maladies, beaucoup de patients, ou presque et tous ont présenté des maux de tête et des pertes d'odorat. Et en groupant ça, vous avez les premiers, comme j'ai dit, les pseudo-grippaux sans fièvre. Ils vont présenter les maux de tête, perte d'odorat musculaire, tout maux de gorge, thoracique, et ils n'avaient pas de fièvre. Et vous avez ceux qui avaient des symptômes grippaux avec des fièvres, mais cette fois-ci-là, en plus des symptômes grippaux, il y avait des fièvres et des pertes d'appétit. Gastro-intestinal, il y avait la diarrhée. Et vous avez les niveaux 1 de sévérité où il y avait la fatigue. En plus des symptômes grippaux, il y avait la fatigue. Des maux de tête, des pertes d'odorat, des toux, des fièvres. Place, il y avait la fatigue. Et il y avait ceux qui avaient la sévérité du niveau 2, c'était qu'il y avait une confusion. Alors, en plus d'autres symptômes, il y avait une confusion. Et le niveau 3, il y avait une confusion, il y avait des douleurs musculaires, il y avait essoufflement, diarrhée et douleurs abdominales. Alors, ils ont essayé d'estimer les risques. Et les risques ont montré que ceux qui avaient des symptômes grippaux et avec sans fièvre et avec fièvre, ils avaient environ 1,5%. C'est compliqué à maladie grave. Pour des sans fièvre, mais pour ceux qui n'avaient pas de fièvre, et ceux qui avaient des fièvres, c'était environ 4,4% des chances compliquées à maladie grave. Alors, pour ceux qui avaient des symptômes gastro-intestinaux, c'était seulement 3,3%. Et la sévérité de type 1, c'était 8,6%. La sévérité de type 2 avec confusion, c'était environ 9,3%, 9,9%. Et ceux qui avaient des sévères abdominaux et respiratoires, ils avaient environ 19,8% des complications de pouvoir développer des maladies graves. Ça les a aidés à pouvoir prévenir, si possible, dès que vous avez une idée de ce qui se passe, alors vous pouvez peut-être essayer d'anticiper. Voilà. Au niveau des laboratoires, nous avons les malades qui se présentent avec COVID-19. Ils ont généralement 80% des malades, ou plus de 80%, se présentent avec une leucopénie et une lymphopénie. Et il y a aussi des dérangements au niveau de l'air urée et créatinine, où il y a l'augmentation de l'urée et de créatinine, et un dérangement des fonctions hépatiques, AST, ALT augmenté, total bili augmenté, le D-dimer est augmenté aussi, le CRP augmenté, LDH augmenté, et nous avons vu l'interleukin 6 aussi augmenté, ferritine augmentée. Mais la procalcitonine est normale. Nous savions que la procalcitonine est augmentée en cas d'infection bactérienne. À moins qu'il y ait une infection bactérienne, la procalcitonine sera élevée un soir aussi. Alors, comment faire le diagnostic de SARS-CoV-2? C'est la reverse transcriptase PCR qui permet de prendre RNA et de pouvoir en faire lire ça et faire des ADN. Et ces ADN-là, bien sûr, sont attachés avec des produits fluorescents. Ça leur permet de lire et de trouver la présence de SARS-CoV-2 dans les sangs des individus qui sont, plutôt dans les échantillons des individus qui sont contaminés. Et on prend en fait des écouvillons au niveau nasopharyngé. Et c'est même mieux qu'au niveau oropharyngé. Pourquoi? Parce que les échantillons au niveau nasopharyngé représentent environ 65% de sensitivité comparé au niveau oropharyngé qui est légèrement en dessous de 50%. Alors, pour éviter les faux négatifs, c'est mieux de faire les nasopharyngés. Les sécrétions bronchiques sont plus sensitives, environ au moins 80% de sensitivité, et aussi la possibilité de faire les tests avec les sangs et l'AISA. Mais effectivement, ça, c'est un peu plus cher. Alors, au niveau de l'imagerie, quand on fait l'extrait des malades qui sont atteints de COVID, ce qu'on voit, c'est qu'il y a au niveau de l'extrait de la radio, il y a des opacités périphériques et basares. C'est ce qu'on voit ici. Mais aussi, on peut aussi, en cas des urgences, les médecins qui ont un peu d'expérience dans ce sens-là, ils peuvent aussi faire la sonographie. Et ici, il y a l'épaississement de la ligne pleurale qui voit qu'on appelle la ligne B, les B-line,
et puis une consolidation des aires bronchogrammes qui sont aussi vues au niveau de la sonographie, de l'ultrasound. Les CT scans nous donnent ce qu'on appelle les grandes glass opacity, qu'on voit ici. Ça nous donne aussi ce qu'on appelle des consolidations et des crazy paving patterns. C'est les mots qu'on utilise pour voir. Et les CT scans, la sensibilité des CT scans est un peu plus élevée par rapport aux autres. Et si vous avez des images comme ça peut déjà vous donner une idée de ce qui se passe. Alors, comme on l'a dit ici, l'imagerie peut être normale. Dans certains cas, les malades viennent, ils sont malades, mais vous regardez l'imagerie est normale. Et dans d'autres cas, il y a quelqu'un qui est asymptomatique ou des symptômes very mineurs et il présente l'imagerie est anormale. Alors, traitement, sur le plan du traitement, nous savons qu'il n'y a pas encore un traitement spécifique pour le COVID pour l'instant. Il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup d'autres traitements, environ 350 sortes de traitements que les gens utilisent. Et nous avons que les vaccins sont au niveau des essais cliniques. Et nous pensons que peut-être d'ici 2020, il y aura probablement, probablement des bons résultats. On pourra avoir un vaccin. Dans l'entretemps, nous devons continuer avec les mesures préventives. Et ce sont les mesures de distanciation sociale où nous savons qu'il n'y a pas plus de 1,5 à 2 mètres et il doit y avoir port de masques obligatoire en public et il doit y avoir l'hygiène des mains où il faut laver les mains au moins pendant 20 secondes avec du savon et utiliser d'autres produits, d'autres désinfectants qui permettent de garder cette bonne hygiène des mains. Alors, le confinement aussi est là, qui permet aussi de garder les gens chez eux à la maison. Plus les gens sont à la maison, moins il y a des contacts, donc moins il y a des transmissions du virus. L'appel téléphonique est aussi un moyen à utiliser, mais dans nos pays, c'est un peu difficile. Dans les pays avancés, vous pouvez avoir des consultations en ligne où vous appelez seulement votre médecin et vous avez l'information que vous voulez, il vous prescrit les traitements et vous pouvez avoir votre traitement sans pour autant être en contact avec les médecins. Donc, télémédias, consultation en ligne, utilisation de la télérobotique, tout ça, ce sont des moyens de prévention. Alors, les équipements, il faut l'utilisation d'équipements de protection individuelle, les PPE, doit être approprié, surtout dans les cas des médecins qui travaillent dans des hôpitaux où l'important, c'est de pouvoir avoir de propres équipements de protection et de pouvoir les porter comme il se doit. Ça doit être porté proprement, il y a des techniques pour ça, et ça doit être enlevé proprement aussi, et si possible avec des gens qui vous contrôlent et vous disent ce qu'ils doivent faire, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Les ports des masques N95, par exemple, est très important aussi. Ça assiste aussi à la prévention de la contamination, surtout pour les personnels médicaux. Alors, autre chose, c'est nous savons que le traitement, si c'est de façon symptomatique, on traite ce qu'il y a comme symptômes. Il y a la fièvre, il faut traiter la fièvre et autres. Mais l'antibiotique peut être donné de façon empirique, c'est aussi débattable, mais bon, il y a eu des combinaisons d'antibiotiques qui ont l'azithromycine particulièrement ici, qui a donné de bons résultats. Et il faut faire très attention quand il s'agit de donner des perfusions parce que ces gens-là, les malades de la COVID, sont des malades qui, en fait, il faut éviter beaucoup de fluides, beaucoup de liquides. Il faut les maintenir de façon sec pour éviter qu'il y ait l'édème pulmonaire, ça s'aggrave. Alors, aussi éviter des actes cliniques qui peuvent générer des particules aérosolisées, comme en cas d'intubation, aspiration, nébulisation, et utiliser des ventilations non invasives à pression positive. C'est aussi des risques de pouvoir transformer le virus pour qu'il devienne airborne. Alors, mais s'il faut nécessairement intuber, alors il faut faire ça avec beaucoup de précautions, qui est un docteur avec beaucoup d'expérience et utiliser le rapid sequence induction, viral filter, injectable dans le CO2, les capnographies et éviter la ventilation manuelle si possible. Alors, aussi, quand il arrive de faire une réanimation cardio-pulmonaire, les médecins doivent avoir, ou la personne qui le fait doit avoir
l'équipement de protection personnelle complet. Il faut qu'il porte les full PPE. Alors, les traitements adjuvants, nous avons des vitamines qu'on peut utiliser, les vitamines C. Les vitamines C a prouvé son efficacité à cause de son effet antioxydant et anti-inflammatoire. Et les vitamines C diminuent aussi, la complication des pneumonies. Il prévient aussi une complication de la pneumonie qu'on voit en cas de COVID. Le zinc est aussi utilisé et à cause de ses effets aussi anti-inflammatoires. Et il participe aussi dans la lutte contre le virus en donnant des supports aux antiviraux, les traitements antiviraux. Les zinc aussi assistent dans ce sens-là. Mais aussi, il prévient aussi la complication de la pneumonie grave. Les zinc assistent. Mais ici, particulièrement quand il y a une combinaison de zinc et l'hydroxychloroquine, qu'est-ce qui se passe? L'hydroxychloroquine augmente la perméabilité ou la capture de zinc au niveau cellulaire. C'est pourquoi cette combinaison aussi souvent certaines personnes l'utilisent en utilisant l'effet de l'hydroxychloroquine sur les zinc. Et nous voyons chez les pédiatres, ils utilisent souvent les zinc pour augmenter l'immunité des enfants et prévenir les pneumonies L1. La vitamine D aussi joue un rôle, mélatonine aussi, et l'ozone. En fait, la vitamine C et l'ozone, les deux, jusque-là, ont été prouvés qu'ils ont des effets positifs en termes augmenter effet antioxydant et aussi effet anti-inflammatoire. Alors, les traitements, si le point les traitements viraux, vous me rappelez de mon petit schéma que j'avais là au début. Si nous commençons ici, on va voir au niveau des récepteurs ACE, l'hydroxychloroquine joue un rôle à ce niveau-là. Il joue un rôle à ce niveau-là en prévenant qu'il y ait pénétration du virus dans la cellule, les pneumocytes. Excusez-moi, pénétration du virus dans la cellule. Alors, de l'autre côté, il y a aussi, si vous regardez le même schéma, ici, on va mettre ça grand, excusez-moi pour ça. Ok. Excusez-moi. Ok. Pour cette riche. Ok, here we go. Voilà. De l'autre côté, je vais essayer un peu de zoomer. Vous avez l'action que les antiviraux que nous avons ici, les ritonavir et l'opinavir, en fait, et ils jouent à ces niveaux ici, où il y a les protéases. Ce sont les protéines unitaires des protéases. Ça peut être aussi utilisé pour pouvoir bloquer la production de protéines virales. Alors, de l'autre côté, il y a aussi, ici, si vous regardez, les ADN, RNN polymérase et puis dependent, c'est l'action de Redemsivir. C'est un antiviral et cette molécule a été utilisée dans la lutte contre le Ebola. Je crois que vous connaissez le médicament et il joue aussi un rôle ici en bloquant la production d'autres RNA from the virus, du virus. Alors, vous avez ces médicaments, tolisizumab, qui est un inhibiteur de l'interleukine 6. Ici, vous voyez ici l'action de l'interleukine 6 ici, avec les autres interleukines que nous avons décrit tantôt dans la pathophysiologie du virus. Alors, il y a aussi des corticostéroïdes et nous avons la dexaméthasone et il y a l'étude récemment ici, une étude venant de UK aussi, qui a démontré l'efficacité. Il y a des dexaméthasone qui diminue en fait les complications au niveau de
au niveau de, que les malades soient admis au niveau de ICU, au niveau de, qui soient intubés. Donc, ça permettait à prévenir la gravité de la maladie pour qu'elle ne soit pas ventilée. C'est ça. Alors, le tout dernier, c'est le vaccin. Jusque-là, nous ne savons pas. Les recherches continuent à se faire et nous ne savons pas exactement quand est-ce que cela va finir, mais il y a beaucoup d'espoir. Et nous pensons que d'ici 2021, les chercheurs, ceux qui sont vraiment en train de faire ces recherches, pourront trouver un vaccin. Parce que je crois que ce sera les moyens les plus définitifs pour traiter le virus. Parce que pour l'instant, les autres traitements, et comme on les voit ici, ce ne sont pas des traitements en silo, ce sont des traitements qui doivent se faire parfois des combinaisons de ces traitements-là. Nous savons que l'hydroxychloroquine, il y a beaucoup trop de controverses, des problèmes avec l'hydroxychloroquine et la chloroquine, mais parce que pour la plupart des gens disent qu'il n'y avait pas de recherche, il n'y a pas de recherche appropriée ou bien faite qui pouvait déterminer vraiment l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors, notre suggestion est que dans notre pays, nous utilisons ça. J'ai suivi une présentation de professeur professeur Kayembe sur ça. Donc, je pense que notre pays pourra, les gens, les chercheurs dans notre pays, ils pourront vraiment se donner à faire la recherche avec l'hydroxychloroquine. Et nous avons l'école de santé publique qui est là et nous devons essayer de trouver des moyens pour pouvoir faire des recherches et prouver que ça marche ou ça ne marche pas. Je pense que cela est possible avec nos moyens, au lieu d'attendre des moyens venant de l'Occident. Alors, si rien ne marche, qu'est-ce qui va se passer? Le malade s'aggrave, donc probablement qu'on va se retrouver au niveau où on sera obligé de faire une ventilation mécanique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On se dit, bon, il y a beaucoup d'autres modes de ventilation qu'il faut utiliser. On ne va pas discuter de ça ici, dans cette présentation d'aujourd'hui. Mais le but, c'est de pouvoir avoir un pic de pression positive à la fin de l'expiration qui soit plus de 5 avec un volume tidal qui soit low et bas. Et pour éviter qu'il y ait les barotrauma et autres. Et possibilité de paralyser les malades, utiliser la position de pronation et une possibilité aussi d'utiliser les prostacyclines, inhalation de prostacyclines. Et si tout ça ne marche pas, on peut faire une oxygénation externe des membranes. Une circulation externe des membranes ici. OK. C'est quoi le pronostic de COVID? Quand quelqu'un attrape le COVID, généralement, 80% de ces malades, les personnes-là vont présenter une maladie simple. Il y aura environ 20% vont présenter une maladie grave. Et parmi les 20%, là, 5% vont probablement bénéficier des respirateurs. Et l'âge est aussi un facteur qui est un facteur de risque, l'âge de 65. Et effectivement, quand il y a des comorbidités, l'hypertension, les diabètes. L'hypertension représente environ 6% de risque, et le diabète environ 7% de risque de s'aggraver. Et les maladies cardiovasculaires, ça représente environ 10% de risque. Les problèmes de déficience immunitaire, et là aussi. Et la question, chez l'enfant de moins de 15 ans, généralement ce sont des enfants qui ne présentent pas des maladies graves, ce sont des maladies bénignes. Mais il y a eu des cas des enfants de moins de 15 ans qui ont présenté des complications à COVID et comme complications à la maladie de COVID. Donc, il faut vraiment considérer cette possibilité-là. Alors, la femme enceinte, des recherches ont prouvé que les risques de COVID chez la femme enceinte n'est pas différent du risque de la COVID de la femme qui n'est pas enceinte. Donc, ils ont les mêmes risques en termes de COVID. Mais les gens prennent quand même des précautions parce que vous avez vu avec Zika et les autres maladies, ce qui s'est passé. Mais sinon, il n'y a pas de risques. Être enceinte n'augmente pas les risques de la maladie à COVID. Sorry. Alors, en conclusion, nous disons que COVID-19 est une maladie virale qui est causée par un virus de type SARS-CoV-2
Et les symptômes sont des pseudo-grippaux, mais il y a aussi d'autres symptômes intestinaux et autres qu'on voit. Il n'y a pas d'équipement spécifique jusque-là. Il y a environ 200 vaccins qui sont en cours d'essai mondialement et nous espérons que d'ici 2021, il y aura probablement des vaccins qui vont sortir. Donc, le seul moyen qui nous reste maintenant, c'est de pouvoir utiliser les mesures préventives, donc distanciation sociale, laver les mains, port des masques quand on est en public et comme healthcare worker, comme travailleurs au niveau de la santé, comme personnel de santé, nous devons s'assurer que nous portons nos équipements de protection personnelle très bien, de façon à ce que nous évitions les risques de pouvoir être contaminés nous-mêmes. Donc, je crois que c'est ça. Je pourrais m'arrêter là-bas. Et s'il y a des questions, on pourrait toujours répondre à ces questions-là. Alors, je vais unmute Gauthier. Et puis, on ira. Voilà, Gauthier. Alors, merci beaucoup, docteur. Docteur Tomuito, c'était très intéressant. C'est vraiment une présentation très magistrale. Je crois que nous avons beaucoup appris. Je voulais peut-être insister sur un petit élément de diagnostic. Vous avez parlé sur le prélèvement. Je veux juste faire un petit commentaire parce que j'ai été dans le deux bouts de ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de prélèvements aux malades et aussi moi-même, j'ai été prélevé. Donc, dans le prélèvement, c'est vrai qu'il y a ces deux options-là, de prélèvement nasopharyngien et puis bucco-pharyngien. Mais actuellement, on combine le deux. C'est-à-dire, vous faites avec la même tige à coton, vous faites d'abord le prélèvement au niveau buccal, donc bucco-pharyngien, et puis vous allez au niveau des narines pour faire de prélèvement. Et là, c'est très important, c'est pour éviter, en fait, c'est pour maximiser la chance d'avoir des résultats qui soient un peu rassurants parce qu'il y a de faux négatifs, de faux positifs. Et un autre élément, je voulais parler, c'était sur le diagnostic. Donc, pour le moment, le diagnostic est toujours basé sur des éléments de screening. C'est-à-dire, il faut toujours, donc sur le plan clinique, quand vous recevez un patient chez qui vous suspectez, il faudra toujours poser des questions en rapport avec le lieu de voyage, des questions en rapport avec le contact, et puis le symptôme que le malade présente et faire le prélèvement. Et donc, c'est très important parce que dans nos communautés, ou soit en Afrique, c'est pas facile d'avoir tous les éléments technologiques, imagerie, pathologie, tout ça pour poser le diagnostic à fond si cela est le cas. Mais dans la plupart des cas, donc c'est plus clinique et puis vous faites le prélèvement si vous en avez. Et quand il y a des suspicions, il faudra donc traiter ou considérer ce malade-là comme étant Covid positif jusqu'à ce que vous confirmez le diagnostic ou soit vous réfutez le diagnostic. Et comme l'a dit Toto, sur le plan traitement, en tout cas, écoutez, il ne faut pas nous emballer dans des histoires. Pour le moment, il n'y a pas un traitement qui est efficace sur le plan scientifique. Il y a beaucoup d'anecdotes et nous acceptons, selon le cas, vous pouvez toujours discuter avec votre patient et lui donner des options. C'est au patient de décider quelle option il peut choisir. C'est ce que nous faisons ici. Quand j'ai un malade qui est Covid, je ne parle pas de traitement, je donne de possibilités. Il y a des recherches, il n'y a pas de recherche efficace sur un traitement particulier, mais il y a deux voies. Il y a des options qu'il faudra choisir. Et ensuite, sur le plan vaccinal, il faudra vraiment lever les équivoques pour insister et dire que la vaccination, elle est bel et bien en cours, surtout ici en Australie. Il y a beaucoup de firmes privées, des scientifiques privés qui ont déjà élaboré de vaccins. Et au stade actuel, nous sommes au niveau de stade clinique où on fait des administrations chez des personnes qui sont en bonne santé. Donc là, il faudra faire passer le message aux Congolais qui
d'un moment à l'autre, on pensait que la vaccination, c'était pour tuer et tout consort. Ça, c'était vraiment de raconter. Ici, on fait des administrations chez le blanc, chez tout celui qui est volontaire, en bonne santé, ou soit qui remplit le critère. Et pour terminer, je voulais insister parce que vous avez parlé sur des investigations imagériques. Bon, ça, nous le considérons très souvent si le malade ne se rétablit pas. Et là, il faut savoir que la majorité de patients qui sont considérés avoir le Covid guérissent. Alors, le peu qui n'ont pas la chance, ils peuvent facilement dévier vers des complications que Dr Toto vient de révéler. Et dans ces conditions-là, il faudra donc utiliser toutes les armes possibles, toutes les investigations possibles, tout ça. Mais je sais que dans nos milieux, surtout dans nos pays, en Afrique, peut-être les moyens ne peuvent pas permettre à faire ces investigations. Voilà au moins ce que je voulais ajouter sur ce que Dr Toto vient de dire. S'il y a des questions, on peut aller. Et s'il n'y en a pas, peut-être Dr Toto, si tu as un petit commentaire, et là on pourra clôturer la soirée. J'attends des questions. Christian Kiwewa. Ouais. Attends, je vais terminer. Non, on n'attend pas. Christian, il y a Jean-Luc qui a levé la main aussi. Christian, tu voulais parler? Non, je voulais juste saluer tout le monde. Excusez-moi pour le retard, comme je suis encore au travail, donc excusez-moi. C'est bon. Jean-Louis, you can unmute yourself and talk. Let me unmute you. Oui, docteur Jean-Louis. Oui, bonjour les amis, chers collègues. En tout cas, c'est très content. Je suis très content de vous retrouver tous là. Et je crois que ça, de pareilles occasions, vraiment, si ça peut devenir en fait une plateforme où nous pouvons toujours nous retrouver, se voir encore. Je vois Christian avec la barbe, avec une grosse face là que je n'ai pas vue depuis longtemps. En fait, ma petite contribution serait en rapport avec les contaminations. Dr Toto a parlé de beaucoup de fois de contamination et tout ça, et puis je n'ai pas entendu parler de contamination par les yeux, puisque jusque-là, quand les gens parlent de voies de contamination, c'est comme si on n'en fait pas vraiment allusion. Et je pense que c'est vraiment important. Nous devons vraiment insister sur ça. D'autant plus qu'il a été démontré que dans la mycose conjoncturale, il y a aussi des récepteurs ACD qui sont là-bas et qui bergent aussi les virus. Et facilement, dès que ça entre, et ça passe rapidement dans d'autres voies. Ça, c'est un. Et de deux, dans la prise en charge. La prise en charge, on est family physician ou bien médecin de famille. Je crois que la prise en charge de ces patients-là doit vraiment s'étendre dans tous les aspects. Commençant par pas seulement s'occuper du malade, mais aussi penser à l'environnement, d'où viennent les malades, et être en mesure de chercher à savoir qui sont les contacts, qui sont des prêts, et puis essayer de les gérer aussi. Soit s'ils n'ont pas de symptômes, ils doivent aller en quarantaine, ou alors, soit dans les quarantaines dans les cliniques, ou bien, non cliniques, ou alors ils peuvent se garder en quarantaine à la maison si les conditions sont réunies. Et ceux qui sont symptomatiques, qui ont été en contact avec les cas positifs, doivent être isolés et chercher comment les tester aussi. De sorte que
nous essayons de limiter la propagation de l'infection. Et pour ceux qui sont positifs, bien qu'ils soient symptomatiques, parfois, ils se laissent balader dans les quartiers, dans les maisons et tout ça, puis ils se disent qu'on les a testés positifs, mais ils ne sont pas malades, ils se sentent bien. Ils vont être partout et en train de propager la maladie. Et n'oublions pas qu'on a parlé de plus de 80% de ces malades-là qui sont parfois asymptomatiques ou bien ils n'ont que des symptômes mineurs. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième, c'est l'étape de la prise en charge post-infection. Ça aussi, c'est un autre aspect peut-être que nous devons vraiment considérer quand nous prenons soin de ces malades-là, puisque au moment où vous le libérez, ils sont à la fin de leur temps d'isolation, c'est terminé, ils vont à la maison. Mais il y a parfois des situations qu'ils présentent. Ce sont des malades qui vont se présenter parfois avec des symptômes bizarres. Et la plupart de ces symptômes sont... il y en a trois principalement. Le malade va se présenter, il va se plaindre des étouffements, parfois la journée, une ou deux fois ou à la... Et ça leur empêche de dormir, puisqu'ils ont peur même de dormir, puisqu'ils croient qu'ils ne vont pas se réveiller. Et ce sont des étouffements à répétition. Et autre élément, en fait, un autre signe, c'est la fatigue. De temps à autre, ils vont se plaindre de la fatigue. Et puis, le troisième élément, c'est le syndrome de stress post-trauma ou bien les post-traumatiques stress désodorants. Ce sont des malades qui, en tout cas, dans la prise en charge, quand ils ont terminé leur période d'isolation, vous devez considérer ces éléments-là pour les malades. Voilà pourquoi l'appel des autres services sera important, notamment nos amis des psychologistes seront très importants. Ce sont des gens qu'il faut référer déjà aux collègues là pour la suite de la prise en charge de ceux qui ont été positifs. Donc, c'est un peu ça. Merci, Dr. Jean-Louis, merci, Dr. Jean-Louis, pour l'intervention. C'était vraiment fructueux. Je vais essayer de laisser les gens accéder rapidement parce que je crois qu'on n'a que 5 minutes pour pouvoir terminer la présentation. On ne pourrait pas peut-être prendre tout le monde. Alors, on va rapidement prendre 2 ou 3 mains comme ça. On va finir. Docteur Eric, si tu peux rapidement parler. Et il y a docteur que j'ai vu là, et docteur Micheline qui a aussi levé la main. Docteur Eric, tu peux... Oui. Là, vous me suivez là? On te suit, oui. D'accord, ok. Donc, c'est docteur Eric. Moi, je vous suis à partir de la France. Vous savez que au début de cette pandémie, en France, il y a eu beaucoup de problèmes tant scientifiques que politiques sur l'usage de la chloroquine, dont vous avez évoqué les actions tout à l'heure là. C'est vrai que actuellement, la gestion de l'infection, de l'admission à l'hospitalisation, la prise en charge, que ce soit dans l'unité fonctionnelle, réanimation ou en hospitalisation standard, ça a toujours pu poser problème ici chez nous en France. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, les professeurs Raoul qui disaient que la chloroquine, ça marchait bien quand tu l'associes au macrolide, les autres personnes qui disaient que ce n'était pas vrai. En définitive, nous sommes confrontés à une situation où des écoles se disputaient de la prise en charge. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décès et cette controverse a fait qu'il y a eu du retard dans la prise en charge de certains patients. D'autres ont choisi l'attitude du professeur Raoult qui prenait de l'azitro avec la chloroquine qui semblerait marcher. D'un autre côté, il faisait avec tout ce que vous avez énuméré, les anticorps, les anticorps, les rétroviraux, tout ça. Alors moi, ce que je vais dire, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés déjà pour faire accepter les tests pour tout le monde.
là, actuellement, ça commence quand même à passer, mais on a eu du mal à tester tout le monde. Et comme disait Gauthier tout à l'heure, par rapport à la vaccination, ça a posé énormément de problèmes ici et ça a eu des répercussions même jusqu'au pays. On a entendu dire des gens que l'équipe Covid de Kinshasa a donné de l'argent aux gens pour se faire vacciner. Bon, voilà. Mais l'expérience que nous avons ici en France est que les gens qui étaient soignés, il y a quand même un bon pourcentage de ceux qui sont guéris, bien qu'il y ait eu beaucoup de décès. Alors, le problème que je voudrais soulever actuellement, c'est par rapport à l'immunité. Cette immunité acquise, qu'on dit après infection au Covid. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça, parce qu'il y a des articles qui circulent comme quoi les lymphocytes T qui étaient activés par une infection antérieure à d'autres types de SARS peut protéger contre le Covid-19. Je ne sais pas si à votre niveau là-bas, en Afrique du Sud, effectivement, il y a beaucoup de cas. Je ne sais pas si, dans votre expérience, vous avez des cas comme ça, des gens qui sont immunisés après avoir fait une infection au Covid, ou des gens qui en ont fait 2 fois. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait une infection au Covid, ils ont été guéris, et bien ils ont refait encore notre infection. Je ne sais pas si votre expérience, si vous pouvez nous en dire. Voilà. Et je profite pour saluer les amis qui sont là, Christian, Jean-Louis et les autres. Merci. Merci Eric pour ton intervention. Je crois que ça va faire sujet de l'un de nos présentations, plutôt de nos webinaires. On a prévu ça pour pouvoir parler de ces problèmes d'immunité. On n'aura pas le temps de tout finir aujourd'hui. C'était seulement un aperçu clinique aujourd'hui. Donc, ces sujets-là, on va les garder à froid. Pour ça, c'est que moi, quand on va prévoir ces présentations-là, on pourra donc en discuter. Donc, je te demande seulement d'être un peu patient. On parlera de ce sujet-là bientôt. Probablement, si ce n'est pas les prochains, ce qui va suivre, on parlera de ce sujet d'immunité. Alors, il y a la main, rapidement là, Dr. John Mbaya, rapidement, comme ça. Dr. Micheline, I noted you, j'ai vu si tu as soulevé la main. Est-ce que le docteur peut parler rapidement, John Mbaya? Oui, merci. Salut à tout le monde. Je voulais juste vous féliciter pour cette intervention. Et merci beaucoup pour avoir coordonné ça. Nous souhaitons voir tout ça. Mon intervention par rapport à ta présentation, je ne sais pas si je l'ai manqué, c'était sur 2 points. Le premier d'abord, c'est sur les slides où tu as parlé un peu de l'aspect général de thérapeutique. Eric, on va dire à maman si on va partir ou pas, parce que là, il est déjà presque 15 heures. Je m'excuse pour ça, il y a quelqu'un, le micro était ouvert. Hein? OK. Docteur, excusez, docteur, vous pouvez encore parler? On était un peu discret. Oui, je disais 2 aspects. Le premier, sur les 2 slides où tu as présenté sur le traitement, je ne sais pas si j'ai manqué sur l'aspect de la prophylaxie thromboembolique qui est aussi important. Et le deuxième aspect, je suis très content avec ce que Gauthier a dit aussi, sur le plan de traitement, il faut arriver à discuter avec les malades qu'il n'y a pas de traitement. Il faut toujours donner, discuter avec les malades, ce sont des options ouvertes. Et je crois que ton appel en fonction aussi de la recherche au Congo, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment encourager parce que beaucoup de gens meurent. Si on peut essayer de voir de recherche à peu de frais, ça va nous aider. Et je voulais juste saluer tout le monde. C'est une très bonne initiative. Félicitations à tout le monde et ça fait un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci en tout cas. Non, c'est ça. En fait, il y avait aussi, il y a aussi des prophylaxies, des traitements prophylaxiques qu'on donne. On l'a expliqué qu'il y avait ces risques-là de thromboembolie et tout ça. Donc, on donne les héparines de low poids moléculaire. C'est aussi ça qu'on ajoute. Donc, merci beaucoup. Sinon, voilà. Merci. Alors, on va rapidement prendre aussi la main de docteur Micheline. Tu peux rapidement parler. Docteur Ephraim, je t'ai vu aussi là-bas. Tu peux rapidement parler, docteur Micheline? OK, bonjour. Merci Toto pour un thème qui est d'actualité. Je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à ce que le docteur Jean lui a dit. Comme family physician, on doit aussi prendre le temps de réassurer les patients parce que
ce que les gens ont noté, quand un patient est déjà stressé, un patient est déjà dans, comme on dit, tout le monde sait que Covid, c'est une nouvelle maladie, il n'y a pas de traitement et les malades sont souvent stressés. Et le fait qu'ils soient stressés, souvent aussi, ça entraîne que les malades ont psychologiquement tendance à être déprimés. Mais quand on passe le temps à réassurer le patient, que leur dire que les cas, 80% des cas sont des cas majeurs et malgré qu'il n'y a pas de traitement, mais essayer garder une attitude positive, cela aussi peut aider le malade à garder une attitude positive et à pouvoir recover. Et puis, je voulais dire, j'aurais vraiment aimé que vous passiez aussi, parler de la réinfection, parce que les gens sont en train de se demander les cas de réinfection, est-ce qu'on en a, on en trouve les cas de réinfection. Et si la prochaine fois, peut-être, qu'on va discuter encore sur le Covid, si on peut avoir aussi des études qui discutent sur la réinfection, parce qu'on sait que l'immunité acquise, on n'est pas encore très sûr s'il y a vraiment une immunité après qu'on ait fait. Mais si on peut discuter de la réinfection aussi. Et puis, si on peut avoir aussi les références par rapport à ce que tu as, comment dire, au topic, si on peut aussi avoir les références que tu as utilisées pour la présentation d'aujourd'hui, cela nous aiderait bien aussi. OK, merci. Merci beaucoup, Dr. Micheline. On va vous faire suivre de la présentation ici et il y aura bien sûr des références qui seront attachées à ça. Et puis, comme je dis à Dr. Eric, donc on va faire une présentation. Il a aussi des soucis de la réinfection. On pourra aussi on fera dans nos prochaines présentations, on va parler de ça aussi. Et voilà quoi. Et merci beaucoup pour l'apport pour ce qui concerne l'aspect psychosocial. Comme en Family Medicine, on le dit toujours, il faut une approche compréhensive, un traitement compréhensif où on regarde tous les aspects. Et je crois que ça, c'est un aspect qu'on essaie d'oublier. Et en fait, en réalité, si vous regardez, parfois, et les médecins, et les malades, et les médecins lui-même aussi deviennent parfois malades, on fait des choses par peur de cette maladie, surtout quand vous apprenez que parmi vos collègues, il y a des collègues qui sont morts à cause de Covid. Parfois, on oublie cet aspect psychosocial et l'apport que ça peut avoir chez les malades qui souffrent de Covid. Donc, merci pour cette intervention. Docteur Ephraim, si je peux vous pouvez parler rapidement et on va terminer avec Lumea, avec Stani, comme ça on pourra terminer la présentation. Merci, Dr. Toto. Merci, Dr. Toto. Je vous remercie. Merci aussi à tous les participants. C'était une très bonne présentation. Je voulais juste apporter deux commentaires. Au niveau du prélèvement, ici en Afrique du Sud, on fait 2 prélèvements au même moment, oropharyngal et bucopharyngal. Je parle de George Bukhari. J'ai entendu Dr Gauthier parler de prélèvement oropharyngal et puis avec le même prélèvement, on va faire le prélèvement bucopharyngal first et puis oropharyngal, je ne sais pas. Mais ici, chez nous, on fait 2. On prend un au niveau de bucco et puis un autre au niveau oropharyngal. Le deuxième commentaire, c'est au niveau de la prise en charge de la femme enceinte. La femme enceinte, comme vous le savez, son état déjà d'être enceinte est un état thromboembolique. Et puis vient le COVID-19 qui est un état thromboembolique. La prophylaxie est très, très, très importante ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le Clexane, 0,1 mg par kilo, dès l'infection jusqu'à l'accouchement. Pourquoi jusqu'à l'accouchement? C'est à cause des 2 raisons que je vous ai données. Donc, je pense que ce serait important qu'on puisse aussi introduire cette thromboembolique prophylaxis pour la femme enceinte. Merci beaucoup. Merci, Dr. Ephraim. Merci pour les précisions. Il faut aussi dire que en termes de prélèvement,
ça dépend aussi un peu des institutions. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, si vous regardez les guidelines des NICD, ils ont même changé. Dans leurs guidelines, ils parlent seulement de nasopharynx. Alors, c'est la raison pour beyond that, c'est aussi pour éviter la contamination, l'exposition du médecin. C'est vrai, il y a les risques de faux négatifs, mais bon, si quelqu'un fait son prélèvement très bien, il peut toujours en tirer quelque chose. Mais bon, ça dépend des institutions. Aussi longtemps que les combinaisons peuvent... Initialement, on a commencé les combinaisons. Par exemple, dans notre constitution, on a commencé avec des combinaisons, mais à la fin, on a eu à s'arrêter seulement à faire les prélèvements nasopharyngés. Mais bon, ça dépend des institutions et ça dépend comment vous le faites de votre côté. Même le NHLS, qui disposait au début, ils nous ont donné il y avait deux, comment on dit ça, il y avait deux kits de prélèvement, mais ils ne nous donnent plus que ils ne donnent qu'un seul kit pour prélever les nasopharynx. Ça, c'est au niveau de notre institution. Donc, comme je vous l'ai dit là, les politiques, ou plutôt les guidelines, ça dépend d'une institution à une autre aussi. Aussi longtemps qu'on peut faire les prélèvements, cela est bon. Alors, on va finir avec Stani et on va finir cette présentation. OK, merci beaucoup, Toto. Salut, les amis. En tout cas, très content de votre présentation. J'ai beaucoup aimé surtout la physiopathologie. J'ai une question. Vous savez que quand il y a un cas de sepsis, il y a un shift de circulation from the vital organ to the non-vital. J'avais un peu besoin de savoir, en voyant votre pathophysiologie, en cas de sepsis, en cas de COVID, quel est le type de ce qui fait les chocs là qui vient? C'est quel genre de choc? Parce que est-ce que c'est comme les distributive choc ou bien c'est un autre choc? Et puis les traitements, vous allez plus aller du côté cœur ou bien ça sera comme les inotropes ou bien on va aller avec les vasopressants? Merci. Bon, il faut dire que la première des choses, je n'ai pas eu à traiter plus de malades en severe complications parce qu'on les refait dans un COVID center, mais je vais essayer de répondre par rapport à la physiopathologie. Comme j'avais dit initialement, il y aura un choc septique. Et vous savez, avec les chocs septiques, c'est distributif qui est comme choc. Et ces malades-là, vous le traitez en donnant des inotropes et particulièrement les adrénalines, tout ça répondent mieux en cas de choc septique. Mais ce n'est pas seulement ces phénomènes-là qui viennent ici. Il y a une combinaison des phénomènes. Il y a beaucoup de sortes de chocs qui arrivent là. Il y a les septiques, cardiogéniques, les malades qui, avec les complications de COVID, en fait, le virus lui-même aussi va entraîner des complications cardiaques. On n'a pas parlé de ça. Je crois que ta question, ça sera même bien abordé quand on parlera des COVID avec des complications cardiaques. Et tu verras que pour ça, on va répondre bien à ta question. Les gens qui vont nous présenter, les invités qu'on aura, pourront répondre très bien à ta question. Les malades développent aussi des maladies cardiaques, cardiomyopathie. Et vous avez des chocs cardiogéniques qui interviennent à ce moment-là. Et les traitements, il faut voir maintenant comment traiter les chocs cardiogéniques comparément à des chocs distributifs chocs. Obviously, ils auront besoin des inotropes que vous allez donner. Et d'autres cases de choc, we'll have to talk about it. On sera obligé d'attendre d'avoir un peu plus d'informations sur les cardiologues, les gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Moi, j'étais en train de donner mon avis en tant que family physician. Donc, on aura plus de présentations et ça va aborder ce sujet-là. Donc, je peux essayer de répondre à ta question en donnant mon expérience personnelle, mais on aura besoin de plus de clarité, plus d'insight from les cardiologistes et autres. Donc, c'est un peu ça comme ça que je peux répondre à ta question. Je ne sais pas s'il y avait une autre question, mais sinon, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions,
on aura ces séries de présentations sur le Covid et on aura des invités qu'on va amener, des spécialistes en tel ou tel domaine, de façon à ce qu'on ait des informations précises et on ait les outils qui vont nous permettre de traiter nos malades. Je crois que c'est ce que je voulais dire et je terminerai par là. Gauthier va peut-être clôturer, à moins qu'il ait une réponse à une des questions. Gauthier, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, docteur Toto. Je n'ai pas une question. Je crois que c'était une soirée très intéressante. En tout cas, nous en avons bénéficié nous tous. Et je voulais juste peut-être terminer cette soirée en lançant un appel à tous les amis qui veulent présenter. Donc, allô? Oui, vas-y, nous t'écoutons. Oui. Donc, je voulais juste dire aux amis que s'il y a des gens qui veulent participer comme orateurs, présentateurs, qu'ils me contactent moi directement ou soit à NIFA, parce que moi et à NIFA, nous allons coordonner ces vidéos. Et j'aurais souhaité que nous ayons des gens étalés sur pendant peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, qu'on ait des programmes préétablis, comme ça les gens peuvent y entrer selon leurs intérêts et consorts. Alors, merci à tout le monde et on se verra très prochainement. Merci beaucoup et merci à tous. Merci pour avoir participé. God bless. Okay. Bye. Thanks. Bye.